Je pense que c'est important d'aller pour la prévention, d'aller se contrôler à partir de 50 ans, etc. Parce que moi, j'allais jamais chez le médecin, très sincèrement, et je pense qu'un jour, à 54 ans, je vais faire un banal contrôle parce que ma fille insiste tellement que je dis mais allez, je vais te faire plaisir, j'y vais, parce que je me sentais effectivement très très bien. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, je serai plus là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de notre nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien. Après notre dernier épisode consacré à Octobre Rose le mois dernier, nous voici désormais en novembre pour aborder une autre thématique santé d'actualité, Movember. Movember est un mouvement lancé il y a tout juste 20 ans qui a pour but de sensibiliser le grand public et de lever des fonds pour la recherche sur les maladies masculines. Il se déroule chaque année en novembre, invitant traditionnellement les hommes à se laisser pousser la moustache. Alors pour évoquer Movember et plus particulièrement la lutte contre le cancer le plus fréquent chez l'homme après 50 ans, c'est-à-dire celui de la prostate, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir le docteur Karim Kellou, médecin cadre responsable du service d'urologie au GOL à l'hôpital de Nyon. Bonjour docteur. Bonjour. J'accueille également deux témoins, deux invités, Pierre et Marc. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez tout à l'heure témoigner et nous raconter justement votre expérience du cancer de la prostate, votre vécu et comment vous avez été pris en charge à l'hôpital de Nyon pour faire face à cette maladie. Exact. Avec plaisir. Vous êtes particulièrement sensible à cette problématique de la santé masculine. Movember, c'est un sujet dont vous me parlez depuis plusieurs années. Ça vous tient vraiment à cœur, docteur? Oui, c'est d'abord l'essence même de ma spécialité, puisqu'en tant qu'urologue, on s'occupe de tout ce qui a trait à la santé masculine, pas que, mais aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mois de novembre de chaque année a été déclaré comme mois de la santé masculine. Et Movember, pourquoi? C'est la contraction du mois de novembre et moustache en anglais. Nous aurions dû, en tout cas, tous porter la moustache aujourd'hui. C'est vrai que vous êtes tous trois très bien rasés. Il y a que moi qui suis mal rasé, mais j'ai même pas la moustache. Donc, je ferai un effort l'année prochaine. À travers ce mouvement de Movember, il y a une volonté de briser le tabou sur les maladies masculines. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous constatez justement que c'est un sujet, la santé, c'est plus difficile parfois pour certains hommes de l'évoquer avec vous? Alors, avec moi, peut-être moins qu'avec leur médecin traitant, leur généraliste ou leur entourage. Une fois que les patients arrivent chez moi, s'ils sont forcément un peu plus ouverts, puisque ils savent qu'ils peuvent en tout cas parler de leur santé. Mais dans la santé masculine, il n'y a pas que le cancer de prostate, il y a beaucoup d'autres choses qui sont tabous et dont, par exemple, dans les traitements des cancers de la prostate, vont peut-être, certaines de ces conséquences, peuvent être des conséquences qui aboutissent à des sujets qui sont encore tabous aujourd'hui, notamment la dysfonction érectile, par exemple. Aujourd'hui, en effet, on parle du cancer de la prostate dans cet épisode parce qu'on l'a dit en introduction, c'est celui qui concerne le plus l'homme après 50 ans. Mais il n'y a pas que cette maladie, on peut citer également les problèmes de santé mentale, on peut citer le cancer des testicules. Il y a plusieurs autres maladies qui sont vraiment importantes chez l'homme. En Suisse, par rapport au cancer de la prostate, on dénombre plus de 7000 nouveaux cas par an, soit 30% des diagnostics de cancer chez l'homme. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail donc du coup de ce cancer de la prostate et des chances de guérison? Alors, c'est très vaste, ça pourrait durer 2 heures, c'est un cours complet, mais c'est juste aujourd'hui. En règle générale, 7000 nouveaux cas en Suisse. Sa prise en charge a énormément changé. Quand j'ai commencé l'urologie il y a 25 ans, on ne prenait pas en charge le cancer de la prostate comme on le prend en charge aujourd'hui. Et je dirais encore moins sur les 10 dernières années, ça va encore plus vite. Parce qu'on le connaît mieux, parce que les technologies ont fait qu'on le diagnostique beaucoup plus précocement, on en parlera tout à l'heure. La mortalité générale du cancer de la prostate baisse également. Donc son incidence augmente, sa mortalité baisse. On peut conclure que sa prise en charge est meilleure aujourd'hui. Et justement, est-ce qu'il y a des causes ou des prédispositions génétiques, des facteurs de risque qui sont identifiés pour ce cancer de la prostate? Oui et non, j'allais dire. Cancer de prostate spécifique, non, mais comme tout cancer, on va mettre en avant les facteurs environnementaux, les perturbateurs endocriniens, génétiques. On s'est rendu compte, tout simplement, sur le plan épidémiologique, qu'il y a des familles, j'allais dire, de cancer de prostate. Le cancer de prostate, aujourd'hui, peut avoir des facteurs génétiques dû à la mutation d'un seul gène. C'est extrêmement rare, c'est 5% des cas. Souvent, c'est plusieurs gènes qui vont coder. Mais si on regarde dans d'autres cancers, on trouvera très probablement la même chose et la même proportion. D'accord, docteur. Merci pour toutes ces précisions. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Pierre et Marc qui vont nous apporter leur témoignage sur leur expérience de lutte contre le cancer de la prostate. Juste avant, une petite question, docteur Kellou.
Comment s'effectue le diagnostic d'un cancer de la prostate? Alors aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, grâce à l'avènement de la technologie, notamment le développement radiologique des imageries, notamment au niveau IRM, ça nous permet aujourd'hui de détecter plus précocement les cancers de prostate, et donc on a beaucoup moins de cancers avancés. D'abord par une prise de sang toute simple, que c'est le PSA, qu'on appelle le PSA, qui est un marqueur plutôt spécifique de la prostate, mais pas spécifique du cancer, mais qui permet d'allumer une première lumière orange qui nous ferait aller plus loin. Donc, il va d'abord pousser le médecin traitant à orienter son patient vers le spécialiste, et ensuite, nous, après une consultation avec un examen complet, dire est-ce qu'on va plus loin, et aller plus loin, c'est faire une IRM. Aujourd'hui, l'IRM va permettre de détecter une zone qui mérite une biopsie ciblée. On peut biopsier uniquement la zone décrite par le radiologue comme pathologique, et à partir de là, on diagnostique le cancer à un stade le plus précoce possible. D'accord. Si on reprend chronologiquement, on va commencer avec vous, Pierre. Vous avez été diagnostiqué donc pour un cancer de la prostate il y a quelques années. Quelles ont été les prémices pour vous, les signes d'alerte qui vous ont amené à consulter? Les signes d'alerte ont été simples, c'est que je suis allé faire un banal contrôle chez le médecin. J'avais mon PSA dans la prise de sang qui était très très élevé. Donc mon médecin traitant m'a rappelé en me disant ce serait bien de faire une deuxième contre-expertise, sachant que je fais pas mal de sport. Et puis ça s'est avéré toujours très très élevé, et de là m'a conseillé de consulter le docteur Kielou. La même chose, de nouveau une prise de sang qui a confirmé les deux premières, et puis après on est parti dans les différentes analyses IRM, etc. Puis après on a fait la biopsie et ainsi de suite, et puis le résultat est tombé, et puis voilà. Il s'est passé quel laps de temps entre le premier rendez-vous chez le médecin donc généraliste et puis le résultat du cancer annoncé qui a été identifié? Écoutez, c'est difficile à dire parce que ça fait un petit moment, mais ça devait être dans les 2 mois. D'accord. Et c'est une période qui est stressante, j'imagine, qui était Non, vous n'avez pas. Non. Mais vous savez, vous êtes pas mal. J'ai ma vie, elle a pas changé. Je veux dire, elle était totalement identique. Donc, j'ai pas changé mon mode de vie, j'ai pas changé ma vie, je dirais, professionnelle, ma vie privée. Donc non, j'ai pu le vivre alors totalement librement, j'ai envie de dire. D'accord. Je me tourne vers Marc. Donc également la même question. Comment a été diagnostiquée votre maladie? C'est très semblable comme chez Pierre. C'est pas qu'un jour on se lève et puis on a mal à quelque part, puis on se dit tiens, je dois aller chez le médecin. Donc ça se passe effectivement par des tests, et à cela j'ai été sensibilisé parce que mon papa il avait la même chose 15 ans en arrière. J'avais 40 et quelques années, et à partir de ce moment-là j'ai commencé à faire des tests PSA régulièrement, d'abord tous les 2 ans, puis ensuite chaque année. Et puis ces 2-3 dernières années, chez mon médecin, on voyait que le taux, il changeait vers la hausse, mais vraiment très peu. Et puis, l'année passée, c'était la même chose. En début d'année, il a changé proportionnellement un petit peu plus haut que les autres années, mais il était toujours très faible. Mais comme il y avait cette histoire avec mon papa déjà, donc on était sensibilisé à ça, et mon médecin généraliste a dit, cette année, ça serait peut-être l'occasion d'aller voir un urologue. Je dis, bon, après, ça travaille un petit peu. Est-ce que j'en fais partie maintenant des gens qui ont peut-être chose? Il y avait cette appréhension aussi d'aller franchir une étape supplémentaire, de passer du médecin généraliste vers un médecin spécialiste. Et à un moment donné, j'ai pris la décision. Maintenant, je regarde. J'ai trouvé Dr Kielou. Et une fois que j'étais chez lui, ça m'a tout de suite inspiré confiance. Il m'a appris tous les a priori que j'avais. Pourtant, je suis quelqu'un de plutôt bien les pieds sur terre, et j'accepte facilement les choses qui arrivent pour les prendre après au mieux. En fait, je me tourne vers l'urologue. Les patients, vous, quand ils arrivent en rendez-vous chez vous, il y a déjà une forte suspicion finalement de cancer de la prostate. Vous allez pas voir un patient qui va se dire tiens, je vais prendre rendez-vous chez l'urologue pour un contrôle. Avant, il y a quand même l'étape du médecin généraliste. Ça se passe d'abord avec son médecin traitant. Alors dans les cas qui sont cités aujourd'hui, oui. Après, il y a des patients qui sont suivis pour d'autres choses sur le plan urologique. Mais si on reste dans ce domaine-là,
il est évident que lorsque le généraliste dit c'est peut-être le moment d'aller faire un contrôle chez l'urologue parce que vous avez un PSA qui est élevé. Aujourd'hui, je pense que si on pose la question, la majorité des hommes aujourd'hui, si on leur parle de PSA, ils savent à peu près ce que c'est et quelle est la conséquence qu'il pourrait y avoir derrière. Donc c'est vrai que quand ils arrivent, ils ont une certaine appréhension. Et je pense que notre rôle, c'est d'abord d'essayer de rassurer en disant que, en tout cas, même si cancer il y a, on parle d'un cancer de prostate qui est un cancer très particulier. C'est pas le cancer du pancréas ou autres cancers qui sont un peu plus foudroyants. Donc il y a cette appréhension quand les patients arrivent et à nous de faire en sorte que ça se passe bien parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un délai. Il peut y avoir un délai entre le moment où ils arrivent, au moment où on va vers l'IRM, l'IRM va peut-être dire il y a rien, donc on va s'arrêter. Tous les patients à qui on a fait une IRM ne sont pas allés vers la biopsie. D'accord. Parce que l'IRM n'a rien montré. Il faut aussi les préparer au fait que on va peut-être pas répondre à la question tout de suite. Et ça peut prendre un certain laps de temps. Donc c'est clair que les patients arrivent déjà avec une certaine appréhension. Ok, ouais, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc l'étape suivante pour tous les deux, ça a été l'opération. Alors pour ma part, oui, ça a été l'opération qui était programmée et puis on y allait quoi, comme on dit. Donc ouais, voilà. Donc l'ablation du coup complète de la prostate. Absolument. Bah, je crois qu'en fait, de nouveau dans la vie, vous savez, on peut se poser 1000 questions et puis on tourne en rond. Mais je dirais que il y a une chose qui est hyper importante, c'est la relation de confiance qui est née directement en fait dans les premières consultations avec le docteur Kellou. Je veux dire, sans savoir où on allait se diriger, il y avait une confiance qui s'était établie. Mais ça, je peux pas vous expliquer pourquoi, parce que ça, c'est à mon sens quelque chose qui est primordial. Et quand les réponses sont tombées, qui étaient forcément négatives, eh ben j'ai réussi à le vivre relativement bien parce que j'avais cette confiance qui était établie. Et puis quand le médecin vous dit, écoutez, par rapport au degré, je me souviens plus exactement, mais le degré, il faut faire une ablation complète. Je dis oui docteur, quand c'est qu'on fixe la date. Et puis on a fixé la date et puis on a foncé. Ça s'est fait donc à l'hôpital de Lyon. Absolument. Du coup, vous avez dû également avoir d'autres soins complémentaires. Alors effectivement, pour consolider, je dirais l'opération, une année après, mais ce qui était plus ou moins dans le protocole, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est l'agressivité est assez élevée, donc on a consolidé avec une radiothérapie une année, pas tout à fait une année après, quelques mois après, où j'ai subi pendant 2 mois et demi des radiothérapies, 30, 35 et 40 séances. Donc des séances quotidiennes. Absolument. Je tiens à signaler aussi, parce que ça c'est un des éléments, que la prise en charge était extraordinaire, des gens formidables et puis compréhensibles, etc. Le moment le plus difficile, en fait, c'est finalement la préparation à aller subir les 2 minutes de radiothérapie, la vessie qui doit être pleine, etc., etc. Donc être prédisposé à le faire. Par rapport à la radiothérapie, docteur Kellou, c'est des séances qu'on appelle de rattrapage. Ça concerne quelle proportion de patients, justement ? Alors c'est très difficile à dire parce que ça va dépendre du moment où on fait le diagnostic. Ça c'est une chose. Est-ce que le cancer est localisé à la prostate ou pas? Est-ce qu'il y a des métastases ou pas? Quand c'est localisé à la prostate et qu'il n'y a pas de métastases, donc derrière ça, il y a encore des examens radiologiques dont la technologie a fait qu'ils sont de plus en plus précis et qui vont être pour nous une aide à la prise en charge. Mais ça, c'est très variable et ça va dépendre de la localisation du cancer à l'intérieur de la prostate. L'imagerie est une chose, mais la réalité, j'allais dire, du terrain à l'intérieur du corps, en est une autre et on peut être amené à faire ces traitements complémentaires. Ouais, en fait, on peut absolument pas faire de généralité. On est vraiment sur du cas par cas pour chaque patient. Tout à fait. Alors ça, c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est que les traitements sont des traitements qui sont personnalisés. Mmh. Pour moi, le traitement est personnalisé. Oui, il va y avoir le tumor board qui va dire voilà selon les recommandations aujourd'hui, mais le tumor board ne connaît pas mes patients. Moi, je les connais, je vois leur sensibilité, leur personnalité, et c'est un élément en disant ça m'apporte moi de l'aide en disant aux patients voilà ce qu'on vous propose et voilà vers quoi on peut aller.
mais c'est vraiment personnalisé. Il y a des gens qui ne veulent pas de radiothérapie, qui ne veulent pas entendre de la chirurgie. On adapte, je vais dire, notre prise en charge en fonction des volontés du patient. C'est clair, c'est pas le patient qui va décider seul, mais la décision, on la prend ensemble et c'est une décision concertée. Et je ne prendrai pas la même décision et je pense que je n'ai pas tenu les mêmes propos avec Marc, je l'ai fait avec Pierre à l'époque, parce que c'est des personnalités différentes. Alors, je me retourne vers les témoins. Aujourd'hui, comment vous portez-vous? Qu'est-ce que cette maladie a changé dans votre vie? Vous avez commencé à dire tout à l'heure, Pierre, que justement, il fallait prendre les choses à la philosophie, il fallait avancer, et puis qu'au final, ça changeait rien. Ça change vraiment rien aujourd'hui, quelques années après? Bah écoutez, alors pour ma part, non, parce qu'en fait, j'ai effectivement dû adapter un certain nombre de choses. Mais les années passant, de toute façon, vous devez adapter des choses. Donc alors évidemment que j'ai pas de point de comparaison parce que, étant donné que j'ai adapté les choses en fonction de ce qui m'est arrivé, bah à partir de là, non, j'ai le sentiment de pouvoir, en tout cas, vivre à la vitesse à laquelle je souhaite vivre, faire ce que je souhaite faire, et puis surtout comment je souhaite le faire. Alors effectivement, alors peut-être qu'à 20 ans, pour courir un marathon avec un certain temps. À 50, ben vous pouvez peut-être toujours courir le marathon, mais il met un peu plus de temps. Et puis à bientôt 60, ben effectivement peut-être que vous courez plus le marathon, faites le semi-marathon. Mais c'est normal, c'est je dirais la courbe de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à faire du sport, que ça vous pose pas de soucis, vous êtes juste adapté, mais vous en faites toujours. J'ai dû l'adapter, effectivement. Mais comme je dis, avec le temps, j'aurais dû de toute façon l'adapter. Donc, je sais pas à quel moment, est-ce que c'était plus vite, moins vite, peu importe dans le fond, vous savez. Et vous, Marc, donc l'opération est plus récente, ça fait 1 année, donc vous êtes aujourd'hui en rémission biologique. Comment vous portez-vous aussi et quelles ont été les conséquences? Alors, je me sens très bien. Dernièrement, j'ai eu le OK du docteur Kellou que maintenant je peux faire le suivi médical par mon médecin généraliste. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle qu'on peut quitter le médecin spécialiste pour revenir un petit peu à la normale. Un élément très important dans tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête. Donc, si on est optimiste, si on est positif, qu'on a un esprit constructif, ça aide énormément. J'ai aussi fait du sport. Dans le sport, on apprend à vivre avec des défaites. Il faut se relever, il faut recommencer. C'est la même chose avec cette maladie et je pense avec plein d'autres choses dans la vie. On a donc 2 cas particuliers aujourd'hui. Et après, je voudrais aussi du coup parler de tous les gens concernés par le cancer de la prostate, docteur Kellou, parce qu'il peut quand même y avoir aussi quand même des effets secondaires après l'opération. Est-ce qu'il peut y avoir des changements justement dans la vie quotidienne pour certaines personnes qui sont touchées par le cancer de la prostate? Alors, il peut y avoir, bien sûr qu'il peut y avoir des conséquences dans la vie de tous les jours, mais je dirais plus dans la vie personnelle. C'est lié à la position de la prostate. C'est quoi la prostate? La prostate, c'est une glande qui fabrique une partie du liquide séminal qui permet, une fois que les spermatozoïdes sont sortis, de les nourrir, de faire en sorte qu'ils arrivent là où ils doivent arriver pour aller féconder un ovule. Hein. Donc c'est ça le rôle de la prostate. Donc elle est essentielle. Elle participe, on va dire, à la continence urinaire, à faire en sorte que, quand on est tous assis, ça ne coule pas, que tout reste dans la vessie. Elle participe à ça. Donc, on va enlever un élément de la continence urinaire. Donc, par conséquent, il peut y avoir des effets sur cette continence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est intimement collée à ce qu'on appelle les bandelettes neurovasculaires. Donc, les bandelettes neurovasculaires, c'est ce qui contrôle l'érection. Et tout traitement, pas que la chirurgie, mais tout traitement peut avoir des conséquences sur ces 2 éléments essentiels. Pas pour tous, la dysfonction érectile. Certains, pour eux, si c'est pas essentiel, parce que le cancer est prioritaire, donc ils vont donner une priorité à ça. Et j'ai des patients qui ont plutôt donné la priorité à garder une certaine puissance sexuelle et ont décliné certains traitements. Mmh. Donc, quel que soit le traitement, les conséquences peuvent être là à des degrés différents. Et ça, pareil, vous en discutez avec le patient, vous lui expliquez tel traitement égale telle potentielle conséquence, et vous décidez ensemble. C'est collaboratif quelque part. Tout à fait. Ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, la prise en charge personnalisée en fonction de ce que veut le patient, comment est-ce qu'il se projette dans l'avenir. Alors c'est difficile, c'est vrai que psychologiquement, cancer arrive, est-ce qu'on se projette à 3 ans, 4 ans, 10 ans? Mais je pense que lorsqu'on fait un traitement pour guérir d'un cancer de prostate, c'est qu'on se projette au-delà de 10 ans.
Très bien. Je me retourne vers Marc et Pierre. Aujourd'hui, donc, vous êtes en rémission. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer, donc, pour les hommes, voilà, qui posent peut-être des questions, qui s'interrogent sur leur santé, qui osent peut-être pas en parler directement avec leur médecin traitant? C'est quoi le message que vous auriez envie de leur envoyer? Oui, je dirais, c'est ce que va probablement dire chaque médecin de famille, commencer par le taux PSA, à le contrôler régulièrement. C'est le premier indice qui peut être donné. C'est le départ de tout. Donc, c'est le seul indicateur que nous avons, les hommes, à ma connaissance. Et je peux que fortement conseiller de faire des tests régulièrement. Vous, il y avait l'aspect génétique également qui entrait en compte, qui fait qu'il y avait peut-être comme une petite alerte dans votre tête. Voilà, une meilleure sensibilité à cela, exactement. Oui. Ça, c'est hyper important aussi, docteur Kellou, cet aspect-là de se dire, je sais que dans ma famille, il y a déjà eu des cancers, et donc, comme vous dites tout à l'heure en introduction, chez l'homme, potentiellement des cancers de la prostate, il faut quand même que je sois plus vigilant. Oui, alors aujourd'hui, le poids de l'hérédité dans le cadre du cancer de la prostate, comme le cancer du sein d'ailleurs, est prépondérant. Et c'est vrai que une personne qui a dans ses antécédents familiaux, chez ses ascendants, des antécédents de cancer de prostate, donc le risque est multiplié par 6 d'avoir un cancer de prostate par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'antécédents. Donc c'est important. Et les recommandations aujourd'hui, les recommandations européennes, c'est faites le PSA à tous les hommes à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans de façon systématique. Et s'il y a des antécédents, on commence plus tôt, on commence à 45 ans à doser le PSA. Donc si on a des antécédents, donc il faut en parler. Donc on revient au tabou de tout à l'heure. Parfois les patients me disent ouais mais bon je sais pas, mon père on parlait pas beaucoup de ces choses-là, mon grand-père on n'en sait rien, il est mort d'un cancer mais je sais pas de quoi. Donc c'est extrêmement difficile. Mais si on le sait, si on sait que dans les antécédents, l'oncle paternel, un cousin germain, un frère, un père, etc. Les cancers du sein aussi dans la famille. Aujourd'hui, on tient compte aussi de les antécédents du côté de la maman. Est-ce qu'il y a un cancer du sein? Parce que dans certaines situations, il y a certains gènes qui vont coder pour les deux cancers et qu'on va aller rechercher. Donc, il peut y avoir des tests génétiques et c'est hyper important pour la descendance aussi. Quand le patient a un garçon, il faut qu'il le prépare aussi parce qu'il a vécu ça, qu'il puisse le préparer plus tard à le sensibiliser à ce dépistage. Mmh. D'où l'importance de vos témoignages, messieurs, aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment très précieux, justement, de venir à notre micro et d'oser en parler. Pierre, justement, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, ça vous arrive aussi d'en parler avec des copains, Non. des familles? Alors moi, j'en ai parlé à personne, en fait. D'accord. Moi, c'était quelque chose pour moi qui était important, que je devais vivre seul. Alors évidemment que mon entourage très proche, donc familial, était au courant, mais c'est les seuls. Et ça vous empêche pas aujourd'hui, par contre, d'en parler Alors j'en parle aujourd'hui parce que pour moi, c'est hyper important. Bon, déjà, une forme de reconnaissance par rapport à que je suis là aujourd'hui encore, hein, finalement aussi. Et puis pour témoigner, et puis comme a dit Marc avant, je pense que c'est important d'aller pour la prévention, d'aller se contrôler à partir de 50 ans, etc. Parce que moi, j'allais jamais chez le médecin, très sincèrement, et je pense qu'un jour, à 54 ans, je vais faire un banal contrôle parce que ma fille insiste tellement que je dis mais allez, je vais te faire plaisir, j'y vais, parce que je me sentais effectivement très très bien. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, je serai plus là. Je crois que ça mérite de le dire pour ceux qui savent pas comment se passe un test PSA. C'est une simple prise de sang. Donc c'est fait en 5 minutes. Vous prenez un rendez-vous le matin, vous passez à jeun, on vous prend le sang. Vous pouvez en même temps faire contrôler d'autres valeurs de votre sang. C'est tout. Peut-être par rapport au témoignage de Pierre, moi c'était complètement l'opposé. Donc moi je n'ai parlé à mon entourage. Pas parce que je suis quelqu'un de très ouvert, au contraire, je suis plutôt enfermé, je garde mes choses pour moi. Mais j'avais ce besoin d'en parler, de un aussi, parce que si vous manquez tout d'un coup quelques semaines au travail, on va vous poser la question qu'est-ce qu'il y a, tu boites pas, etc. Donc après, on va parler des choses supposées et tout. Alors comme ça, j'ai coupé court avec tous les rumeurs. Je suis resté ouvert et puis aussi, de nouveau avec le but de sensibiliser d'autres hommes qui sont peut-être touchés un jour, de faire savoir, justement sur ce contrôle, de le faire assez tôt. C'est très intéressant de voir justement qu'on
on réagit tous différemment par rapport à la maladie, que ce soit par rapport à l'acceptation, par rapport au combat qu'on va mener, et par rapport aussi derrière au message qu'on va faire passer. Et en fait, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Hein. Et vous le sentez, docteur, lors du premier rendez-vous avec le patient, vous vous dites, tiens, cette personne-là, je sens qu'elle va plutôt réagir de cette manière, et il faut que dans la discussion, on aborde plus ce sujet-là qu'un autre. Enfin, du coup, vous avez un aspect psychologique aussi à gérer lors de la première consultation qui est très importante. Elle a donné confiance notamment à ces deux messieurs. Bon, ça vient aussi avec l'expérience. Il est évident que il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'abordais pas le sujet de la même manière, mais la prise en charge était aussi différente, je le répète. Donc aujourd'hui, c'est hyper important, bien sûr, de prendre en compte l'aspect psychologique, l'état, la personnalité du patient. Et puis il y a l'âge. Il est évident que l'âge, quand vous devez annoncer un cancer à quelqu'un de jeune, donc moins de 60 ans, c'est pas la même chose qu'une personne de 80 qui a vécu, qui a une certaine expérience. Un cancer, quel que soit le cancer aujourd'hui, c'est une épreuve qu'il faut surmonter dans la vie, comme toutes les épreuves qu'on a eues. Il y a des gens qui ont vécu plein de choses, mais l'aspect psychologique est hyper important. Et je sais aussi, au moment où on va aller vers une intervention, et ça, quelle que soit l'intervention, hein, toute intervention chirurgicale est un stress pour les patients, on arrive à dire quel patient va potentiellement compliquer et celui qui ne va pas du tout quasi compliqué. D'où l'importance du psychosomatique aujourd'hui et comment les personnes abordent le fait de se faire opérer, de se faire traiter. Donc aujourd'hui, c'est hyper important. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage et puis ces témoignages. Et merci de vous être confié au micro du podcast Sentez-vous bien, un témoignage vraiment important pour tous les gens qui nous écoutent. On se donne rendez-vous peut-être en novembre prochain avec la moustache cette fois-ci, et puis avec un autre sujet Movember, docteur. Mais bien sûr, la santé masculine est un sujet vaste, et peut-être l'année prochaine on parlera d'autre chose. Avec plaisir. Eh bien, bien et volontiers. Avec la moustache. Et avec la moustache. Et avec la moustache, voilà. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir été au rendez-vous de ce 5e épisode. Pour nous soutenir et contribuer à la visibilité de notre podcast, n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en décembre pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à poster un commentaire en mentionnant les sujets santé qui vous intéressent plus particulièrement et que nous pourrons aborder lors de nos prochains épisodes mensuels. À bientôt et d'ici là, sentez-vous bien.